la suite de mon opération, dans différents hôpitaux, je me suis retrouvé à l'hôpital de Besançon. Et là, tous les blessés, on les envoyait vers l'arrière, on formait des trains de blessés qu'on évacuait et qui passaient par Paris. Les grands blessés descendaient du train à Paris, et les blessés relativement plus légers, valides comme moi, continuaient vers la Bretagne. Je crois qu'on les envoyait à Brest ou à Rennes, je ne me rappelle plus. Donc moi, j'étais dans le wagon des blessés qui, normalement, ne devaient pas descendre à Paris. Pour moi qui étais parisien, qui avait ma femme à Paris, je voulais à tout prix descendre à Paris. C'était complètement ridicule pour moi d'aller en Bretagne, etc. Donc on s'est arrangé parce que au bout de chaque wagon, il y avait des sentinelles, tu vois, de chez nous qui nous empêchaient de passer d'un wagon à l'autre. J'ai réussi avec quelques camarades parisiens de me glisser dans le wagon des grands blessés qu'on hospitalisait à Paris. Donc quand le train est arrivé je crois que c'est en Gare de l'Est, on a ouvert le wagon des grands blessés, ceux qui avaient des amputés, enfin il y avait du doute qu'il y avait des soldats gravement blessés, qu'on sentait sur des brancards. Et moi je suis sorti avec eux, j'avais le bras tout en écharpe, enfin, par rapport à ceux aux grands blessés, c'était beaucoup moins grave. J'étais pas en danger de mort. Et donc tous les grands blessés de la première armée, puisqu'on avait été intégré à la première armée de Lac de Tassigny en Alsace, donc je me suis retrouvé avec tous les grands blessés de la première armée à l'hôpital Percy. Tous les soldats de la première armée à l'hôpital Percy, et alors que ceux de la deuxième DB, on leur a réservé le Val-Grace. Ils avaient beaucoup mieux traité que nous, c'est-à-dire que les soldats de la deuxième armée, dès qu'ils arrivaient là-bas, l'hôpital de Val-Grace, ils étaient complètement rééquipés. À la deuxième DB, ils étaient au même rang que les soldats américains. Ils avaient le même uniforme, ils avaient les mêmes avantages et puis tout. Donc, les soldats de la première armée, on l'envoyait à l'hôpital Percy à Clamart. Donc moi, je me suis retrouvé à l'hôpital Percy à Clamart, où je suis resté d'ailleurs près de 3 mois, mais dès le premier soir ou le deuxième jour, j'étais valide malgré tout, puisque j'avais mes jambes. Dès le premier soir, il y avait l'appel le lendemain matin à 8 h. J'avais fait téléphoner à Gisèle, et dès le premier soir, je suis sorti de l'hôpital et je me suis rendu à Poissy, donc d'abord chez Lanvin, et puis après, et le lendemain matin à 8 h, quand les portes de l'hôpital Percy s'ouvraient, j'étais pas seul, on rentrait pour être là à la visite. Donc j'ai passé 3 mois à l'hôpital Percy. Et chez Lanvin, tu avais rencontré Gisèle chez Lanvin? Oui, ben je l'ai raconté précédemment. Hein. Non. Oui, alors, à l'époque, je n'avais pas encore touché. Moi, j'étais pratiquement, je dirais presque en rayon, parce que lorsque j'avais été blessé, évidemment, on avait touché cet uniforme en septembre, au début septembre 45, quand on s'est engagé, on avait toujours le même uniforme. On n'avait pas touché de capote, comme je l'ai dit, on n'avait pas de casque du tout. Et moi, quand j'étais évacué, la première chose, quand je suis arrivé au poste de secours, on m'a coupé ma manche. Donc j'avais déjà plus de veste. Et donc j'étais pratiquement en lambeaux. Et alors les soldats de la première armée, puisque c'était les soldats de la première armée, se plaignaient quand même. Ils disaient au Val-Grace, nos camarades de la deuxième DB, on les rééquipe, et puis nous, la première armée, on est traité en parents pauvres. Alors il y avait eu des délégations, je sais pas, auprès de Donat de Tassigny, qui était le commandant en chef de la première armée, et Donat de Tassigny a décidé d'envoyer. Il n'avait pas malheureusement les mêmes pouvoirs certainement que Leclerc, il a envoyé un grand camion avec des vêtements. Et tous les soldats de la première armée à qui manquait une veste, on leur donnait une veste, à qui manquait un pantalon, on les rééquipait
pas avec le fameux sac, ce qu'on appelait le sac 7 de l'armée américaine, on les rééquipait. Moi, je me suis présenté, pratiquement, j'avais le pyjama de l'hôpital. Alors, on m'a donné la tenue américaine, le pantalon, la chemise, la veste, toute la tenue américaine, impeccable. Et puis, quand tout le monde a été rééquipé, le lendemain, ils ont fait l'appel. Et moi, je me suis présenté. Berco, à l'époque caporal-chef au 24e régiment d'infanterie, on m'a dit, vous ne faites pas partie de la deuxième D, vous ne faites pas partie de la première armée. Il faut vous rendre, faut nous rendre votre équipement. Vos vêtements. Alors j'ai dit comment, quand on était au front, on ne faisait pas de distinction, et maintenant on va me dire que je ne suis pas de la première armée. Alors moi je dis, je veux bien rendre mon équipement, je vais aller me promener, je vais aller prendre le métro avec tous mes pansements là, et je me mettrai un écriteau dans le dos, hein, en disant. Bon, ils ont dit, faites pas d'histoire, et donc ils m'ont donc laissé mon uniforme américain que j'ai gardé jusqu'au moment de ma démobilisation. Donc, je ne sais pas, j'ai dû faire trois mois d'hôpital, puisque c'était février, mars, avril, et j'ai eu une permission de 15 jours ou un mois. Nous sommes venus d'ailleurs à ce moment-là, je me rappelle plus si cette première fois, on est venu en Bretagne, à Rennes, où Gisèle avait de la famille qui s'appelait Durand. Enfin, je ne me rappelle plus, mais bref, ma permission de convalescence terminée, on m'a donné un ordre de mission de rejoindre Strasbourg, un centre de, je sais pas, de récupération des gens comme moi, des isolés. Je suis donc arrivé à Strasbourg avec mes affaires. Je me rappelle vaguement, il y avait une grande pièce, il y avait un réfectoire, on allait manger, un jour, 2 jours, personne ne s'occupait de nous. Un jour, on ne savait pas quoi faire. Moi, j'avais qu'une idée, la paix avait été signée entre-temps, j'avais qu'une idée, moi, c'était de rejoindre ma compagnie. J'avais pas d'ordre de mission, j'avais rien, personne ne s'occupait de moi. Alors je me suis rendu au pont de Quel, qui était le passage de la France vers l'Allemagne, où il y avait sans arrêt des convois militaires qui passaient, puisque, pour aller vers la zone d'occupation française. Et je guettais tous les camions qui passaient. Jusqu'au moment où j'ai vu passer un camion du 2e bataillon du 24e régiment d'infanterie, c'est-à-dire de mon bataillon. J'ai appelé les gars, j'ai dit, moi je suis de la 4e compagnie, ils m'ont dit, hop, tu montes, tu vois. Je suis monté dans le camion, je suis arrivé jusqu'au PC du bataillon, je crois que c'était à Rastatt ou quelque chose par là. Et j'ai été voir le commandant de mon bataillon, qui s'appelait Lefebvre, il s'appelait, je ne sais pas, Schwartz, c'est dans la résistance Lefebvre ou l'inverse. Et puis il me dit, et je vais le voir, je dis, voilà, mon commandant, moi je voudrais rejoindre ma compagnie. Ben, il dit, oui, je ne peux pas t'envoyer dans ta compagnie, tu es service auxiliaire, et nous on est une unité combattante, on est une unité. Je ne peux pas envoyer un soldat du service auxiliaire dans l'unité. Alors il dit, je regrette, je ne peux pas. Alors je lui dis, mais je pourrais rendre des services, et il commence à. Ben, je lui dis, moi je parle couramment l'allemand, je pense. Elle me dit, ah bah non, ça tombe bien, parce que Berold c'était le capitaine de la compagnie, il y a des emmerdements avec des Bürgermeister, tout ça. Et donc il m'a fait une ordre de mission pour rejoindre ma compagnie. Donc j'ai rejoint ma compagnie, j'étais voir mon capitaine, je me suis mis à sa disposition, et jusqu'à la fin de la guerre, j'ai servi comme interprète à la compagnie. Ah, d'accord. Mais l'histoire des vêtements qui étaient... Voilà, alors... Comme je l'ai dit à plusieurs fois, on était très maltraités, on avait touché nos uniformes au mois de septembre. Je racontais qu'on a touché des capotes à canadiennes après la fin de l'hiver. On n'a jamais eu de casque, on n'a jamais eu de chaussures de rechange. Et il est sûr que quand on arrivait en Allemagne, on avait toujours cet uniforme du mois de septembre, à laquelle on avait fait toute la campagne d'Alsace, on était en piteux état.
Et ça la foutait mal quand même pour une unité d'occupation des Français. Hein. Et dans les tâches qu'on avait, on a eu des... On a occupé successivement différentes localités. On était à Moala, et puis on était à Oberhausen, après on a été à Sibert, et puis on a été au Belfer. Et chaque fois, je partais en détachement précurseur en moto. J'avais un gars de la compagnie qui conduisait la moto. Moi, j'étais derrière, sur le ZAD, là. Il m'emmenait directement chez le maire du pays où on allait. J'allais le voir et je lui disais, voilà, dans 3 jours, il y a une compagnie de l'armée française qui va venir chez vous. J'ai 100 soldats à loger, ouais, il me faut 100 chambres. On n'a jamais été en caserne. Alors je lui demandais la liste de tous les membres du parti. On commençait par ceux qui avaient les plus belles chambres, plus belles maisons. Ça c'était pour le capitaine, ça c'était pour le lieutenant. Et je répartissais mes gars, moi, dans les maisons. S'il y avait cette place, j'en mettais un par maison. Il y en a souvent qui voulaient rester entre copains, tout ça, on les mettait dans une maison. Il y a même une anecdote réelle, c'est que j'avais des petits gars de ma section, des gars de Poissy, des anciens de chez Fort, qui étaient une équipe comme ça. J'avais réquisitionné pour eux une maison, ils étaient dans 2 chambres. C'est pareil. Ils ont cassé le mur pour faire qu'une seule chambre. Authentique. Et des anecdotes comme ça, il y en avait plein. Mais pas vrai, ils faisaient des blagues, mais ils n'étaient pas méchants. Au début, quand on arrivait, les gens avaient peur. Oui. Qu'est-ce que je fais là? J'appuie où là? Là. Attends. Allô? 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 Appel manqué. Je peux rappeler là? C'est vrai, ce qui sait, peut-être que j'avais appelé tout à l'heure. Tiens, je sais pas qui c'est parce que c'est inconnu. Allô? Attends, tu rappelles là, oui, ça sonne. Allô? Allô, j'écoute? Bonjour Christelle, t'as eu mon coup de fil tout à l'heure? Bon, attends, je vais me rapprocher de la fenêtre là, parce que je suis dans une pièce, ne quitte pas. Est-ce que tu m'entends mieux là? Oui, je te demande, est-ce que tu as eu mon coup de fil tout à l'heure, non?